Si la figure solaire de Sido prend d'abord toute la place, Colette continue de traquer le rayonnement de cet astre à travers ses satellites, au premier rang desquels elle place bien sûr son père. Son statut de capitaine donne ainsi son titre au deuxième chapitre d'un texte qui n'en comportait d'abord, dans sa première version, qu'un seul. C'est l'occasion pour Colette d'approfondir sa quête des origines et de se demander quel héritage elle doit à un homme qui employa sa vie à demeurer dans l'ombre d'une épouse qu'il aimait éperdument. Il apparaît, nous le verrons dans l'extrait, que Sido n'est pas la seule à avoir contribué à la vocation littéraire de la fille, bien que Colette aurait détesté ce terme de vocation, se plaisant à répéter qu'elle n'aimait pas son métier et qu'elle y était venue un peu par hasard. Outre le goût d'écrire, le père lui a aussi légué un caractère coléreux et un certain idéal d'amour, celui qu'incarnait à ses yeux son tendre couple avec Sido. Le capitaine apparaît d'emblée donc comme un personnage quelque peu pathétique. Ce n'est pas seulement sa douleur d'handicapé, il était unijambiste, qui le rend touchant, mais l'incompréhension dont il fut entouré de son vivant. Colette le reconnaît avec une délicate franchise. Au fond, elle n'a pas bien connu ni compris ce père. Cela me semble étrange à présent que je l'ai si peu connu. Mon attention, ma ferveur tournée vers Sido, ne s'en détachait que par caprice. Ainsi faisait-il, lui, mon père. Il contemplait Sido. En y réfléchissant, je crois qu'elle aussi l'a mal connue. Elle se contentait de quelques grandes vérités encombrantes. Il l'aimait sans mesure, il la ruina dans le dessein de l'enrichir, elle l'aimait d'un invariable amour, le traitait légèrement dans l'ordinaire de la vie, mais respectait toutes ses décisions. Derrière ces évidences aveuglantes, un caractère d'homme n'apparaissait que par échappée. Enfant, qu'ai-je su de lui ? Qu'il construisait pour moi à ravir des maisons de hanneton avec fenêtres et portes vitrées, et aussi des bateaux. Qu'il chantait, qu'il dispensait et cachait les crayons de couleur, le papier blanc, les règles en palissandre, la poudre d'or, les larges pains à cacheté blanc que je mangeais à poignées, qu'il nageait avec sa jambe unique, plus vite et mieux que ses rivaux à 4 membres. Mais je savais aussi qu'il ne s'intéressait pas beaucoup, en apparence du moins, à ses enfants. J'écris en apparence. La timidité étrange des pères dans leur rapport avec leur enfant m'a donné depuis longtemps à penser. Les 2 aînés de ma mère, fille et garçon, issus d'un premier mariage, celle-là égarée dans le roman, à peine présente, habitée par les fantômes littéraires des héros, celui-ci, altier, tendre en secret, l'ont gêné. Il croyait naïvement que l'on conquiert un enfant par des dons. Il ne voulut pas reconnaître sa fantaisie musicienne et nonchalante dans son propre fils, le Lazzarone, comme disait ma mère. C'est à moi qu'il accorda le plus d'importance. J'étais encore petite quand mon père commença d'en appeler à mon sens critique. Plus tard, je me montrerai Dieu merci moins précoce. Mais quelle intransigeance, je m'en souviens, chez ce juge de 10 ans. « Écoute ça », me disait mon père. J'écoutais, sévère. Il s'agissait d'un beau morceau de prose oratoire ou d'une ode, vers facile, fastueux par le rythme, par la rime sonore comme un orage de montagne. « Hein » interrogeait mon père. « Je crois que cette fois-ci, hein ? Eh bien, parle !» Je hochais ma tête, émenade blonde, mon front trop grand pour être aimable, et mon petit menton en bille, et je laissais tomber mon blâme. Toujours trop d'adjectifs. Alors mon père éclatait, écrasé d'invectives, la poussière, la vermine, le pouls vaniteux que j'étais. Mais la vermine imperturbable ajoutait. « Je l'avais déjà dit la semaine dernière, pour l'ode à Paulbert, trop d'adjectifs. » L'aveu est direct, la fille a trop peu connu son père. Cet aveuglement s'explique selon elle par l'éclat de Sido, qui l'a poussé, comme son père, à l'admirer. Sido aussi l'aurait mal connu, se contentant d'une évidence qui s'offrait à elle, le capitaine l'aimait et elle l'aimait, voilà tout. Pourtant la fille qui a grandi comprend qu'il y avait derrière cet amour quasi fusionnel un homme au caractère plus riche et complexe. Elle aussi, enfant, elle a voulu le réduire à quelques images, celles d'un père tout à la fois proche et distant. Il semble alors que le capitaine a peiné à trouver sa place, comme bien des pères timides à s'imposer auprès de leurs enfants, remarque la moraliste qu'est Colette.
La partie fut doublement difficile pour lui, car il eut d'une part à composer avec le caractère imposant de Sido, et d'autre part de se faire accepter par des enfants qui n'étaient pas les siens. Il n'y a guère qu'auprès de la petite dernière, Colette, que le capitaine parvint à se faire une place. « C'est à moi qu'il accorda le plus d'importance », écrit-elle. Une anecdote suit cet aveu. Le père soumettait à sa fille, tel un élève à son maître, les poèmes qu'il écrivait. Le pou vaniteux, haut comme 3 pommes, n'hésitait pas à le corriger et à prononcer son implacable jugement. Trop d'adjectifs. Se dessinent à travers ce souvenir 2 traits futurs. D'abord, la vocation d'écrivain de Colette. Déjà enfant, elle était douée d'un talent de styliste capable de reconnaître les lourdeurs d'une phrase ou d'un vers. Et ensuite, l'incompréhension cruelle d'une fille qui n'a pas su deviner les rêves de son père, et notamment celui d'écrire, au point de se les accaparer. Elle le comprendra plus tard, en retrouvant les cahiers paternels et en devenant elle-même écrivain. Au fond, comme lui dira la voyante, Madame B, à la fin du chapitre 2, elle représente ce qu'il aurait tant voulu être sur la terre, un écrivain.